une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Guillaume Etier, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Guillaume, tu es professeur en théorie de la ville, ce qui n'est pas rien, à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Tu es de passage à Rennes, hein, on est dans les locaux des éditions Apogée, mais on va reparler de tout ça. En fait, tu n'es pas que professeur, tu diffuses aussi un balado, alors on appelle ça un podcast hein, en mauvais français, qui s'appelle Cadre bâti, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et puis tu es aussi musicien, batteur pour être exact. Et on verra que ça n'a pas tout à fait rien à voir avec notre discussion. Alors on est là pour parler de La ville analogique, un ouvrage sous-titré « Repenser l'urbanité à l'ère du numérique ». Un ouvrage alors qui vient de sortir aux éditions Apogée. En fait, au moment où on se parle, il est pas encore sorti. Et j'ai eu l'honneur d'en signer la préface, mais que je n'ai pas encore écrite, puisqu'on est bien en avant d'un futur prochain. Mais quoi qu'il en soit, le livre, lui, est écrit, donc on peut en parler, et j'ai pu le lire. Alors, la ville analogique, elle est donc pas numérique, ou en tout cas, elle est bien en rapport avec cette évidence, hein, qui est la ville numérique, la Smart City. Qu'est-ce que tu lui reproches à cette ville numérique? Mon point de départ, c'est-à-dire qu'il y a cette tentative depuis 1, 2, 3 décennies de numériser le fonctionnement de l'urbain, qui est tout à fait légitime et logique parce que, il y a un mouvement qui va dans ce sens-là, notamment sur le plan technologique, mais à la lumière de la transformation de l'espace public depuis une dizaine d'années, notamment ce que j'appelle dans le livre le déplacement de l'espace public de lieux concrets, donc urbains, des parcs et squares et compagnie, vers de nouvelles plateformes, notamment de médias ou de réseaux sociaux, disons médias sociaux. Il y a un déplacement là, qui est effectif de l'espace public. Et je me dis, c'est étonnant parce qu'on a donc jusqu'à un certain point délaissé la ville comme lieu de sociabilité. Pas complètement, mais en partie, à tout de moins. Et je me dis, il y a une sorte de renversement qui est en jeu là. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'il faudrait par ailleurs poursuivre ce projet-là qui consiste donc à numériser complètement la ville, tandis que il serait peut-être plus intéressant de mettre de l'avant ses qualités propres, non pas comme lieu qui devient potentiellement de plus en plus connecté, mais comme espace de déconnexion individuelle ou collectif. Enfin, comme une sorte de refuge par rapport au numérique. Et d'en valoriser ou d'en faire valoir les qualités propres comme espace concret. Oui, alors c'est moins contre finalement que tu as écrit cet ouvrage, en tout cas pousser cette réflexion-là, parce que tu prends acte à la fois du décentrement et du transfert vers des plateformes, vers des réseaux sociaux, par exemple du débat public, qui était sur l'espace public, aussi d'un changement de regard, un changement de pratique de la ville qu'on a au travers finalement d'une ville qu'on voit au travers d'interfaces, que ce soit des interfaces géographiques ou l'identification de commerce ou autre, etc. Donc il y a bien une transformation de notre regard sur la ville. Pour autant, ça s'arrête pas à une smart city, une smart city qui serait toute proche, toute propre, plus exactement. Alors,
Peut-être tu pourrais nous raconter aussi comment est apparue cette réflexion-là. Parce que c'est intéressant de lire aussi dans ton bouquin. On sent bien un temps d'hésitation, un temps de doute, un moment d'intuition qui n'est pas tout à fait l'apanage d'un processus académique ou scientifique. Et disons-le, c'est pas un bouquin qui a cette prétention-là ou cette ambition-là. Ça part d'intuition, de sentiment ou d'inconfort. D'où il vient ce bouquin? Oui, tout à fait. Je le vois un peu comme, juste pour revenir sur ce qui peut signifier pour moi aujourd'hui dans la connaissance scientifique, philosophique. Je pense que son apport consiste peut-être à suggérer un nouveau regard sur cette ville-là qui nous entoure. Puis donc c'est un peu pour moi une sorte de rampe de lancement pour des projets de recherche en cours ou à venir sur notamment le placemaking, enfin des façons de réhumaniser la ville qui existent aujourd'hui. La genèse de ce livre-là, tu te dis tout à l'heure que j'étais musicien, je l'ai été tout le long de mes études en études urbaines ensuite, mais sociologie d'abord. Et ça fait des années que, je suis batteur, alors je joue sur des vieux instruments des années 50, 60, 70. J'ai été en studio, je connais les qualités de l'enregistrement numérique, tout son potentiel extraordinaire, mais j'ai enregistré aussi dans des contextes analogues, sur du ruban notamment. Et c'est intéressant comme expérience aussi parce que notamment en studio, l'analogique vient avec tout un ensemble de décisions qui sont prises d'emblée, qu'on ne peut pas changer par la suite, mais ces contraintes-là sont efficaces pour arriver à des nouvelles solutions ou décider rapidement d'une chose, puis de se commettre, plutôt que de modifier à l'infini par la suite, comme on peut faire dans Pro Tools, ou comme on peut faire en photographie aussi avec le numérique, tandis que l'argentique, c'est un moment qui est saisi, qui est imparfait, qui est un instantané, qui reste, et j'ai toujours trouvé que ces deux expériences-là pouvaient très bien cohabiter ensemble, avaient leur qualité propre, puis on pouvait en mettre une en valeur au détriment de l'autre, mais sans nécessairement les opposer. Mais je pense qu'on gardera ça pour après. C'est pas contre la ville numérique, mais c'est pour l'addition des deux. Voilà, c'est ça. Pour retrouver des choses dans la ville analogique. Mais restons, avant d'arriver sur la ville analogique, sur cette analogique pour le coup. Ouais. Et le son, puisque tu es musicien, et expliquer ça aussi, en quoi est-ce que il y a une différence dans le processus créatif, caractère un peu définitif du geste analogique qu'on comprend bien avec la photographie. On a appuyé sur le bouton, c'était ou pas le bon moment, c'était ou pas les bons réglages, mais en tout cas c'est comme ça. On est pris avec. Et on fait pas 250 photos qui servent à rien, on en fait une, parce qu'en plus elle a un prix, elle a un coût, voilà, on a un autre rapport à ce processus-là. Mais le son, pour le coup, analogique, comme image, introduit aussi cette logique de bruit. Alors le bruit qui n'est pas un son désagréable, peut-être, c'est quoi la différence, si on reste sur le son, sur la musique, la différence vraiment fondamentale entre un son analogique et un son numérique? En termes de procédé technique, c'est assez simple. En fait, l'analogie fait une copie de l'oscillation, de l'onde sonore, ou c'est littéralement une copie du réel s'il s'agit d'une pellicule, c'est-à-dire que la pellicule va brûler des sels d'argent s'il y a plus ou moins de lumière, puis on renverse par négatif ce procédé-là, puis on le reproduit ensuite d'un médium à l'autre, ce que le numérique ne fait pas, parce que le numérique transforme le réel, le découpe en une série d'informations de 0 et de 1, et les recompose par la suite. Donc si c'est une onde sonore, c'est une série de crêtes, c'est comme un graphique en microscope, au microscope, et donc on reproduit ça aussi, mais après le véhicule, c'est de l'information. Le produit culturel du numérique, c'est une information qu'on peut transformer en ligne, tandis que l'analogique a besoin d'un support pour exister. Et là, c'est intéressant parce que si on revient à la ville, je pense que le support de la ville offre cette possibilité-là de la rencontre, d'une rencontre en 3 dimensions, avec sa complexité propre, la présence des corps,
fait en sorte qu'une conversation, si on se trouve dans la même pièce comme on le fait en ce moment, ben, c'est pas la même chose que si on était en ligne ou sur Zoom. Il y a des choses qui circulent entre des personnes qui ben, nécessairement ne circulent pas entre des personnes virtualisées. Et ce que je voulais dire dans le bouquin par rapport à tout ça, c'était que on nous a fait la promesse depuis quelque temps que, ben, au fond, on aurait à terme pas besoin de se voir les uns les autres. On serait tout le monde dans son cocon à communiquer avec le monde. Mais on se rend compte qu'il nous manque quelque chose malgré tout, ultimement, si on fait que ça. Cette promesse-là est un petit peu inquiétante. Je sais qu'au Japon, il y a à peu près 1 million de personnes qui, j'oublie le titre qui est utilisé pour en parler, mais qui vivent reclus désormais dans leur appartement à tous les jours. Donc ça devient un problème de santé publique, des gens qui sortent plus, qui travaillent sur leur ordinateur, évidemment, commandent en ligne, se font livrer des choses et ne sortent plus de chez eux. Et puis, ben, c'est un peu pour moi la mine dans le canari, c'est-à-dire que notre rapport à la technologie nous canari invite... dans la mine. Oui, exact. La mine dans le canari. Je viens d'inventer une nouvelle expression. Mais je pense qu'elle doit être québécoise. Oui, voilà, merci. Bon, voilà, c'est réglé. Je la prends. Et je pense que notre rapport à la technologie pointe vers cette promesse-là. Et ben moi, elle me séduit pas, fondamentalement. Et tu as parlé tout à l'heure des origines du livre. Ça fait quelques années que j'avais un peu de... Je sais pas, j'avais l'impression que mon entrée dans le numérique... Ben d'abord, je l'avais pas décidé. Tout d'un coup, tout s'était numérisé autour de moi. D'une année à l'autre, j'avais un iPhone dans les poches, puis je pensais pas m'en servir, mais finalement, je m'en sers. Bon, ça rendait peut-être ma vie un peu plus simple, mais ça me rendait pas plus heureux par ailleurs. J'avais aussi l'impression que des plus jeunes que moi ne partageaient pas notre optimisme par rapport au numérique. C'est-à-dire qu'eux sont complètement dedans depuis le départ. Et ben, voient bien que ça a ses limites. Puis j'entendais toutes sortes d'histoires de gens qui me disaient « Ah ben, nous, désormais, on se réunit, on fait des fêtes. » Tu vois, depuis un certain temps, je canalise un peu toutes ces histoires-là de jeunes gens qui me disent « Ben, nous, on fait des fêtes, puis on ferme les téléphones ou on les met dans un sac à l'entrée. » Ils ne veulent pas se faire embêter par tout ça, parce qu'ils voient bien que la promesse vaine de ce numérique-là, qui consiste à être constamment mobiliser son image, se représenter les uns les autres, se prouver à soi-même qu'on existe dans le monde. Tout ça, c'est vain, puis c'est plein d'angoisse, puis ça vient toucher là, des mots très profonds chez les gens, puis ça m'inquiète un peu. Puis je me dis, ben voilà pourquoi pas partir de cette réalité-là, puis dire, ben la ville offre déjà des lieux de manière plus ou moins réussie pour l'instant, mais a le potentiel d'offrir peut-être de plus en plus des lieux où les gens peuvent se réunir, entrecouper leur existence connectée sans arrêt par des épisodes de débranchement, de déconnexion, juste d'être en phase avec la vie. Alors c'est pas tant renouer finalement avec un passé que se dire comment on fait l'addition des deux. On assume cette plus qu'une émergence, cette forme de conquête par le numérique, tout en regardant ce qu'il peut y avoir autour. La différence entre le numérique et l'analogique, c'est la présence de ce bruit. C'est à la fois l'aléatoire, les imperfections, et la traduction que tu en fais à l'échelle de la ville, en nous appelant tout simplement à regarder ça comme étant une ressource, comme étant un potentiel, et finalement une des vraies qualités de la ville. C'est une ville analogique qui est à la fois lente, en contradiction évidemment avec l'accélération du numérique, intime versus réseaux sociaux, imparfaite versus des flux hyper organisés, hyper optimisés, et puis tangibles. C'est tout à fait. Cette vraie soirée. On peut y venir, justement. C'est quoi un peu les clés à la fois de l'observation, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, comme étant des choses à regarder pour le monde académique, pour le monde de la recherche, pour le citoyen, mais aussi des choses à actionner pour celles et ceux qui font la ville. Oui, tout à fait. Ben alors, j'en ai parlé tout à l'heure comme une sorte de rampe de lancement d'idées.
C'est-à-dire, au fond, il y a rien qui est nostalgique là-dedans, mais je dis, regardons quand même ce qui a été fait et ce qui fonctionnait dans le passé pour le réactiver. Je pense que dans d'autres domaines, si on regarde le vélo, par exemple, comme l'avant-garde aujourd'hui, j'en parle un moment donné dans le livre, puis on se gêne pas, parce que nonobstant du fait que c'est une vieille technologie de transport, mais c'est pas nostalgique que d'apprécier le vélo aujourd'hui. Mais moi, je dis un peu la même chose, c'est pas nostalgique de penser à l'organisation ancienne des villes, des rues, des places, de l'espace public, puis de voir comment on pourrait les réactiver, réanimer s'ils ne le sont pas pour l'instant. Voilà, donc je le vois, c'est un essai que je vois un peu comme une sorte d'utopie, mais très soft, dans le sens où je propose pas quelque chose qui est complètement nouveau, différent, mais c'est juste immédiatement, c'est une réalité immédiatement différente à celle qu'on connaît aujourd'hui, en disant, ben, prenons acte de la concrétude de la ville, puis essayons de la déployer selon certains paramètres. Donc, effectivement, la question de la vitesse qui m'importe. Puis encore là, le titre ville analogique, il y a un double sens ici, parce que oui, c'est en référence aux technologies analogiques, mais c'est aussi donc, une analogie du numérique. Donc, sa copie renversée au fond, mais inverse. Alors, je parle à chaque chapitre d'un défaut du numérique aujourd'hui, puis ben, tu le dis, un de ceux-là, c'est la vitesse. Cette sensation-là d'être constamment happé par la nouvelle, devoir intervenir, une espèce de catastrophisme constant par rapport à une actualité qui fournit sans arrêt des raisons d'être outré, soit, mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi on devrait sans arrêt être mobilisé par cette information-là et avoir l'impression que si notre opinion tombe quelques jours en retard sur un sujet, ben, on est complètement déclassé. De toute façon, tout le monde s'en fout, on est passé à une autre nouvelle, on parle d'une nouvelle chose. Je trouve ça absolument fascinant, notre rapport au temps. Et ben, à tout de moins, si on pense la lenteur urbaine, qu'il s'agisse de moments où on est arrêté ou des déplacements qui se font davantage dans la douceur, ben, peut-être qu'on a le début d'un rapport au temps qui pourrait être repensé, juste réactualisé, puis s'imaginer que, je sais pas, est-ce que ça se peut, par exemple, des endroits où on brouille les signaux pendant une partie d'un parc où on brouille les signaux. Puis on sait que si on y entre pendant quelques heures, puis qu'il s'agisse de lire un bouquin, ou je sais pas, faire n'importe quoi, au fond, fumer des cigarettes avec des amis, on sait que pendant cette période de temps-là, on a momentanément créé une rupture avec le flux d'actualité qui reste. Et si on multiplie ces temps d'arrêt-là, ben, je pense qu'on a peut-être un rapport plus sain avec le numérique qui se met en place, qui est fait de rupture. C'est une des influences par rapport à la lenteur, c'était ma propre expérience avec ma famille. Il y a quelques années où on avait loué un chalet à l'extérieur de Montréal. Ma copine était très enceinte, puis on arrive là, première journée, on se rend compte que le Wi-Fi ne fonctionne pas du tout. Et c'est pas vrai, il fonctionnait, si on prenait les téléphones, on les mettait au coin, à l'extérieur, il y avait un endroit où on captait un peu des signaux à l'occasion. Puis première journée, on était un peu inquiets, on se disait, bon, t'es enceinte, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive quelque chose? Puis dès le jour 2, on s'est dit, ben au fond, qu'est-ce que ça change vraiment? Puis on a eu une espèce de relâchement incroyable de se dire, ah non, le continent numérique continue d'exister sans nous, ça change pas grand-chose au fond, puis Alors, voilà, donc on était apaisés par ça, mais je reviens à la question de la ville, parce que je pense que cette déconnexion-là qui est possible, qui est faite d'ailleurs par les travailleurs de la Silicon Valley, qui envoient leurs enfants dans des camps déconnectés l'été. Je pense que c'est pas nécessairement accessible à tout le monde non plus, cette capacité-là d'être isolé à la campagne, pas de réseau pendant des semaines. Et c'est pour ça que je dis, ben, il faudrait peut-être réintroduire ces espaces-là de déconnexion dans la ville. Et puis penser peut-être autre chose que les flux, justement. Oui, tout à fait. Les flux, l'optimisation de la ville pour la vitesse, pour la rapidité, que ce soit de la livraison, du déplacement, et parler de ce banc, de cette pause, de la vue qu'on peut avoir. On le voit bien, en quoi ça peut à un moment inspirer à la fois une forme de réaction à la survitesse, mais aussi simplement de nouvelles qualités, à des espaces urbains qui sont
qui sont aujourd'hui dessinés pour, en fonction des besoins qu'on a aujourd'hui et demain. Il y a aussi ce caractère imparfait, moi, que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas que je croise beaucoup, moi, avec les sensations que je peux avoir, sur lequel on a à la fois une profession qui s'engage à mettre au propre, et donc mettre au carré la ville, et puis cette ville numérique ou cette Smart City, cette fameuse Smart City, dans tous ces avatars, qui est toujours extrêmement propre, extrêmement organisé, structuré, tiré au cordeau, etc. Ce qui est tout sauf ce qu'est la ville. C'est ce que je pense. Je m'intéresse de plus en plus à des approches théoriques. En fait, c'est pas seulement que je m'y intéresse, mais j'applique de plus en plus des approches qu'on appelle les théories de l'assemblage, notamment, qui viennent de Deleuze, Guattari et autres, mais traduits aux études de la ville. Et l'idée de l'assemblage, c'est d'essayer de dépasser la dualité entre l'espace construit, le cadre bâti, et les humains qui y vivent. Quand on pense la ville, quand on pense l'urbain ou en architecture, on a tendance à faire cette scission-là en disant on construit des lieux d'une part, puis d'autre part, il y a des gens qui vont venir y vivre, y habiter, puis on essaie d'imaginer le rapport entre les deux. Un assemblage, c'est une catégorie qui transcenderait les deux, c'est-à-dire c'est des moments qui se créent où l'agentivité vient à la fois des personnes qui agissent dans l'espace, mais aussi des lieux, ou même du vivant, où on peut étendre l'opposition entre le vivant et le non-vivant. Donc il y a du vivant qui existe dans l'espace, il y a du non-vivant. On retrouve le lien entre à la fois l'espèce et son milieu, l'un et l'autre n'existent qu'ensemble. Et les deux déterminent l'autre, quelque part. Exactement. Et si on saisit des assemblages, ce que ça veut dire concrètement, c'est par exemple, plutôt que d'intervenir dans un espace en imaginant comment les gens vont y vivre, y interagir, mais c'est plutôt d'aller sur le lieu, voir comment les gens s'approprient les espaces et voir là émerger toutes sortes d'imperfections. Les gens, des contre-usages ou temporairement des gens qui interagissent pas. Donc il y a toutes sortes de choses dans l'espace public qui se créent, disparaît, se dissout par la suite. Et je pense que la ville, on peut l'imaginer comme ça, c'est une dimension du fonctionnement urbain qui est mal saisi par les Smart Cities. Et moi, j'ai envie de dire, la ville, elle est imparfaite au fond, puis c'est ça qui la rend belle, c'est ça qui la rend intéressante. C'est ça qui fait qu'une journée, si on est de bonne humeur, puis on rencontre des gens, on parle, on interagit, il y a des moments qui se créent, il y a des choses cocasses, il y a des tensions aussi qui se nouent, qui se dénouent. Et l'idée de la Smart City essaie de nous vendre un rêve qui consisterait à dire qu'à terme, la ville va se gouverner par elle-même. Il y aura tant de capteurs sur nous et dans les espaces, tant de capacité de capter ce flux-là, qu'on n'aura plus techniquement à toute fin pratique de décision à prendre. C'est la promesse aussi de l'intelligence artificielle. La machine va décider par elle-même à notre place. Et je me dis, je trouve ça assez inquiétant. Pour moi, c'est assez dystopique comme perspective. Complètement dystopique, en fait. Ouais, mais en fait, c'est là où tu proposes pas un modèle, mais plutôt un contre-modèle, quelque part. Mais il y a bien une science politique derrière. Ouais. Et un parti pris, quelque part politique sur la façon de faire la ville, la façon de la lire, la façon de la comprendre, aussi de valoriser un peu tout ce qui se passe dans les interstices, moins visibles, ces fameuses imperfections, ces moments de lenteur, la sous-optimalité, certains diraient. Mais pour autant, c'est pas un modèle, enfin, c'est pas la prescription de quoi que ce soit, très clairement. Non, j'aime pas dire aux gens ouais, mais c'est un livre qui est disons-le, peu académique, qui est direct, franc. Il est même parfois intime. Et on sent aussi ce parcours-là. Alors, tu le disais, c'est un peu le début, quelque part, d'une réflexion à mener. Alors, on comprend pour toi, peut-être pour d'autres aussi.
C'est quoi la volonté derrière l'écriture de ce bouquin-là? Finalement, tu l'as écrit pour qui? Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que j'avais trouvé le titre d'abord, puis je me suis dit après, j'avais saisi après, un moment. Des pages. Après, il faut des pages. Et non, mais je blague presque, mais il y avait une part qui était très intuitive pour moi dans la réflexion autour de ça. Je mentionne aussi un peu à la volée qu'il y a une tragédie derrière tout ça. On a vécu... on a perdu un enfant, ma copine et moi, il y a quelques années, puis ça a été une expérience qui était rude. Et j'avais l'impression, à travers cette expérience-là, que mon rapport au numérique était assez faux, finalement, fonctionnait pas complètement. J'y allais dans des moments anxieux, puis je savais pas ce que j'allais y chercher exactement. Et j'avais, pour ma part, l'impression que cette déconnexion, mais le contact avec la vie de quartier, avec des gens autour de moi, ça avait quelque chose qui était salvateur dans tout ça. Donc je trouvais que c'était riche. Alors j'avais envie d'en parler, mais je pense que j'avais encore l'impression que c'était être un peu nostalgique, ou enfin de s'accrocher à une autre époque, que de dire aujourd'hui que notre rapport au numérique fait défaut. Il est exagérément présent dans nos vies. Il faudrait peut-être le mettre à distance. Et j'ai senti, à travers le cumul de toutes ces informations-là, que c'était un moment pour moi de le dire de manière décomplexée, au fond. Hein? J'aime, mais j'aime pas en même temps, ce numérique-là. Puis j'aime pas la ville aussi, parce que, là, je le dis pas, mais je fais pas qu'une apologie de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle est pleine de défauts, elle est pleine d'inégalités, puis j'en prends acte, puis je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est un livre qui peut s'adresser à des gens qui ressentent le même agacement, qu'ils ont un peu l'impression de dire, il y a quelque chose qui me touche dans ces moments-là où je retrouve mes proches, j'oublie mon téléphone pendant quelques heures, puis je ressens une sorte de liberté à travers tout ça. Je pense que ça peut parler à des gens comme ça. Alors, mais bon, mais c'est pas... c'est peut-être dirigé à l'urbanisme, aux professionnels jusqu'à un certain point, aux architectes. C'est pas très stratégique au fond comme geste. C'est seulement dire, voici, on peut retourner notre regard, repenser notre rapport numérique différemment, puis partez avec ça, puis trouver des solutions par la suite. Des choses qui pourraient fonctionner, puis qui pourraient prolonger cette espèce de projet-là de base. Donc on comprend, tu l'as écrit d'abord pour toi. Oui, exact. Et c'est sans doute le meilleur motif, et ça sent aussi, et c'est sans doute aussi ce qui fait la force de ce petit bouquin. Hein. C'est à la fois, il se lit vite, extrêmement fluide, et puis en même temps, il a une puissance, parce que quelque part, il vient de toi. Mais chacun se fera son opinion. En tout cas, il y a à la fois le partage d'un doute, et pas qu'une critique, aussi des propositions là-dessus qui sont moins des choses à faire que d'autres façons de voir la ville autour de nous. Qu'est-ce que tu comptes en faire de tout ça? Je disais à la blague l'autre jour que je suis un peu comme un anti-influenceur. Il y a les influenceurs en ligne qui essaient de dire comment penser. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mais j'ai étudié l'école de Francfort au cours de mes années d'université, puis j'ai toujours été placé dans un rapport dialectique au monde où j'essaie de voir les deux côtés des choses toujours. Et qu'est-ce que je veux en faire exactement? J'ai je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que j'ai envie que ça parle à des professionnels, notamment, qui essaieront d'imaginer comment on peut utiliser cette réflexion-là, cette lettre d'amour à l'urbanité intensive, réactualisée dans les paramètres du numérique,
comment est-ce qu'on peut préparer la suite. Je pense que cette mini-utopie soft, comme je le disais tout à l'heure, se projette assez loin dans le futur, en réalité. Puis c'est comme si j'attends, avec des solutions très très humbles, j'attends dans le détour des gens qui vont perdre leur enthousiasme pour le numérique. Puis j'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus. Puis on dira... Il y a une certaine époque où notre rapport à des nouvelles technologies était complètement différent. L'automobile, à son apparition, je dirais, ça rentrait dans les quartiers directement. Je pense à notre rapport à la cigarette, par exemple, qui est aussi un problème de santé publique assez similaire au numérique à certains égards, parce qu'il y a une dimension de dépendance. Il y a une certaine époque où on fumait dans les avions, puis à un moment donné, on s'est sensibilisé sur le fait que, peut-être fumer, mais peut-être vaudrait mieux ne pas fumer, d'une part, mais si on fume, au moins on va le faire dans des endroits réservés pour ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment, vraiment au début du numérique, même si le numérique, évidemment, date des années 70 technologiquement, mais il s'est passé quelque chose à la fin des années 2000, quand simultanément, on a commencé à avoir des vrais smartphones qui fonctionnent et qu'on peut traîner en tout lieu, tout le temps, et qui a changé notre rapport à la ville, notamment en créant sans arrêt des bulles numériques autour de nous, qui sont difficiles à percer. Mais on a créé ça, puis désormais, si on prend le métro, ou l'autobus, les trains, tout le monde est dans sa bulle, il y a moins de contacts. Et ça a changé, puis parallèlement, les médias sociaux explosent. Et je pense qu'on est vraiment au début du numérique. Et on va migrer vers un monde où notre rapport entre les infrastructures numériques et nous sera de plus en plus fluide, de plus en plus ambigu. On peut très bien imaginer une époque où on construira des commerces qui seront que des espèces de boîtes blanches dans lesquelles chacun aura, je sais pas, un casque ou des lunettes, enfin quelque chose d'intégré, puis on choisira l'un et l'autre d'avoir des ambiances différentes. Alors toi, ça sera un café, moi, ça sera un bar. Donc on aura des ambiances musicales, tu auras un café devant toi, moi j'aurai une bière, et on va interagir comme ça avec peut-être une troisième personne qui ne sera pas sur place. Alors, je pense que c'est ce que le métavers nous promet pour la suite. Et soit, mais moi j'ai quand même envie qu'à côté de ça existe une ville concrète où on met tous ces gadgets-là de côté, puis une ville qu'on réinvestit de plus en plus, qu'on reconnaît à sa juste valeur. Alors c'est là, je suis comme caché dans un buisson dans le futur, puis j'attends ce que j'appelle dans la conclusion l'exode numérique, en paraphrasant l'exode rural du 19e siècle. Je pense qu'il y a un moment donné où on va se détourner de ça, on aura dit c'est bon, ça a fait son temps, on a exploré ses possibilités, mais on se rend compte que sur le plan politique, ça crée d'énormes tensions aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quand même une époque où on dialoguait avec des adversaires politiques, mais aujourd'hui, ces adversaires-là politiques, on dialogue pas directement avec eux, mais on est dans des espèces de caisses de résonance l'un et l'autre qui confirment nos idées qu'on a sur cet adversaire politique-là, qui est forcément un monstre, on le sait bien, tandis que, ça c'est très lié à la genèse du livre aussi, tandis que si on rencontre physiquement ces personnes-là, qu'on parle on se rend compte qu'on a plein de choses en commun, puis on a un terrain d'entente incroyable. Oui, en fait, c'est moins un rejet du numérique l'envie qu'on passe à une forme d'âge adulte. Oui, tout à fait. Dans notre rapport à la fois au numérique et à ce qui nous dit de la ville. C'est à la fois le numérique et l'analogique, avec la qualité des deux, mais aussi les défauts des deux, l'optimisation et l'imperfection, parce que beaucoup de ces innovations ou de ces changements dont on a besoin, qui sont dans les méandres de cette ville imparfaite, vitesse et lenteur. Bref, tout ça, c'est des pistes pour avancer, mais tu voulais... Non, mais c'est juste, j'avais une anecdote qui est assez révélatrice de la tension politique des dernières années, puis je la raconte rapidement, mais j'avais dans un cours à l'université
une jeune étudiante très militante, anticolonialiste en ligne, qui est dans une classe à un moment donné, puis je décide de faire un débat sur les monuments spoliés. Vous avez peut-être entendu au Canada, donc il y a certaines figures dont les statues ont été mises par terre. Puis l'idée, c'est pas de scléroser ce débat, cette question-là, à mon sens, mais c'est d'en parler, puis je pense qu'on peut apprendre des études patrimoniales à réfléchir à ces questions-là. Alors j'en parle en classe, puis ça va assez bien, mais tout le monde tombe du même côté, tout le monde est anti-colonialiste, puis disent « ben oui, tant pis, effaçons le passé », puis à un moment donné, cette étudiante-là lève la main, puis elle dit « ben, c'est pas qu'on efface le passé, mais on le remplace par autre chose ». Puis là, je lui réponds un peu, ben, pour moi, c'est pire encore que d'effacer, c'est de faire comme si ça n'a jamais existé. Bref, l'étudiante se lève, sort de la classe, un peu fâchée. Moi, je suis en avant, puis je me dis, ah non, ça y est, ma carrière, je vais être dans les nouvelles, je vais être présenté comme un monstre, alors que je voulais juste animer un débat. Et ça reste là, finalement, tout se passe bien. Fin du trimestre, on va prendre un verre après un cours. Tout le groupe, elle vient, puis finalement, je lui en parle de ce débat-là. Puis ce qu'elle me raconte, finalement, c'est qu'elle dit « Ah oui, j'ai ces positions-là en ligne, mais en réalité, je suis assez contrariée parce que mon jeune frère, que j'aime beaucoup, vient d'entrer dans l'armée. Puis là, elle a un rapport super complexe, c'est ça, au colonialisme, puis à l'État et tout ça. Et il s'avère finalement que, il y a la posture en ligne qui a une certaine rigidité, mais tout ça, il y a tout un humain. C'était super intéressant, on en a parlé pendant une demi-heure, finalement, du sujet. Puis c'était une autre preuve que... puis on l'a vécu avec la pandémie, hein, cette promesse-là de vivre à distance les uns des autres, de plus avoir à se rencontrer, à se parler. Elle est vaine, un peu, parce que quand on rencontre les gens en vrai, puis quand il n'y a pas de micro... Quand on était vraiment à micro fermé, pas comme maintenant, quoi qu'on est presque, mais à micro fermé, il se passe autre chose. On peut déployer une pensée différemment, se tromper, se corriger en cours. C'est comme un avion qu'on construit en plein vol. Et cette richesse, il y a une richesse qui est là. Il y a quelque chose d'important dans ce rapport à la connaissance que des générations plus jeunes connaissent moins. Hein, puis ils apprennent à avoir les bonnes postures parce qu'ils savent que s'ils disent la mauvaise chose puis que l'information est retenue, cette preuve-là va être retenue contre eux tôt ou tard. Puis je trouve ça assez inquiétant. Je regarde mes jeunes filles puis je me dis, ça me tente pas qu'elles apprennent à se polisser sans arrêt. Il y a quand même une époque où c'était les enfants terribles qu'on valorisait dans la culture, que ce soit des intellectuels ou Iggy Pop ou je ne sais trop. Alors, c'est ça. Bref, c'est toutes ces questions-là qui m'embêtent aujourd'hui. Et je me dis, la ville, l'urbanisme a quelque chose à dire sur ces questions-là, malgré tout. Parce ils sont le siège et le lieu d'une urbanité qu'on étudie depuis 100-150 ans déjà, qu'on connaît. Hein, c'est la ville du mélange. Si on retourne à Zimmel et d'autres, hein, c'est le mélange, l'étrangeté, le rapport à l'altérité. C'est déjà là, ça existe déjà comme institution. Et voilà, donc il faut continuer à la vivre. Hier, je faisais ma petite tournée de Rennes, c'était dimanche, puis c'était bourré de gens comme ça dans la rue, qui se parlaient, qui se rencontraient, puis je me dis, tant mieux qu'il y ait ça. Puis il faut pas faire comme si ça n'existait pas, puis si on était seulement dans un monde où tout le monde est à couteau tiré. C'est faux, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Écoute, merci Guillaume pour cet éloge de la ville imparfaite, hein, qui n'a pas été gommée par le numérique. Encore faut-il qu'on la regarde comme ça. Merci beaucoup et on ne manquera pas de prolonger cette conversation d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Écoute, je suis la mine dans le Canari de toute cette histoire-là. Tu vois, comme quoi tout est imparfait. Ça fait plaisir. Merci. Écoute, Sylvain. Parfaitement. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. La mine dans le Canari. La mine. Des fois, là. Incroyable. Tu verras si tu gardes. Oh, je garde. Et si tu gardes la fin. Je garde tout. Non, tu sais, c'est une discussion.